la table ronde de cet après-midi abordera le sujet des formations, puisqu'on l'a vu au travers des témoignages des salariés tout autour des moulins. Et comme le disait Juliette, le métier de boulanger est un des premiers métiers pour les personnes en reconversion. Et à côté de ça, c'est aussi un sujet qu'on aborde assez fréquemment avec les professionnels, les paysans, les boulangers, les meuniers, avec qui on interagit au BioCivam. Et de là, voilà, notre question de se demander un peu quel est l'appareil de formation actuel et est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux sociétaux et des enjeux pour les professionnels. Merci. Donc merci à tous les quatre d'être avec nous cet après-midi. Je fais une présentation rapide de vos profils, très rapidement. On a donc autour de la table Constance Renard, qui est formatrice au BPREA du Grain au Pain à Brins dans le Tarn. On a monsieur Jérôme Carrier, qui est conseiller formation chez Vivea Délégation Sud. Arnaud Trollet de Savoir-faire et Découverte, le fondateur et le directeur de Savoir-faire et Découverte, et également président de Local Eco, un réseau d'experts et d'artisans. Et Jean-Michel Allot, qui a été mentionné plus tôt, et qui est formateur depuis 22 ans, c'est ça? Plus de 22 ans au CFA de Lézignan, en CAP et BP boulangerie. Et avant ça, technico-commercial. Voilà, on a à peu près 1 heure pour échanger tous ensemble. Moi, j'aimerais bien commencer du coup cette table ronde. Si vous pouvez chacun vous présenter un petit peu plus en détail la structure ou les structures dans lesquelles vous êtes impliqués et un petit peu votre rôle dans ces structures. Du coup, elle m'a présenté rapidement. Moi, je suis co-responsable d'un BPREA agriculture biologique et je suis responsable en particulier de l'option paysan du grain au pain. Donc, dans le langage courant, c'est paysan boulanger. Donc, ça, c'est une formation qui s'adresse à des adultes en reconversion, donc qui faisaient un autre métier avant et qui ont envie de s'installer agriculteur et de tout faire en fait de A à Z, d'être agriculteur, de faire pousser leur blé en sélectionnant leurs semences, en les stockant, en faisant de la farine avec et puis enfin du pain et le vendre pour finir. Voilà, donc c'est un métier qui est quand même hyper technique parce qu'il y a plein de métiers dans un seul métier. Et nous, notre rôle, en fait, c'est d'accompagner des gens qui viennent avec un projet de reconversion à l'aboutissement d'un projet professionnel. Merci. Bonjour à tous, donc Jérôme Carrier. Donc moi, je travaille pour Vivea. Vivea, si tout le monde ne connaît pas, c'est le fonds de formation des exploitants agricoles. Donc on finance la formation professionnelle de ce public-là et dans certains cas aussi la formation pour les porteurs de projets. Donc moi je dépends de la délégation Sud qui gère toutes les formations et le financement de ces formations sur Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et pour ma part, je m'occupe du département de l'Aude, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Voilà, et donc mon rôle c'est essentiellement être en appui aux organismes de formation pour concevoir les projets de formation et pour derrière pouvoir les financer. Voilà. Oui, bonjour, donc Arnaud Trollet. J'ai créé il y a une vingtaine d'années un Savoir-faire et Découverte qui est en fait un réseau de paysans et d'artisans qui partagent leur savoir-faire à travers des stages et des formations. Donc on n'a pas de professeurs chez nous, on a par contre 1200, 1300 citoyens adultes qui viennent chaque année, soit sur des stages découvertes, on appelle des stages découvertes, c'est-à-dire des périodes courtes d'une journée ou 2 journées dans l'univers du professionnel pour pratiquer un savoir-faire. Ça peut être le maraîchage, ça peut être le pain, ça peut être l'ébénisterie. Donc là, il y a un rôle pédagogique sur lequel je reviendrai tout à l'heure, de sensibilisation, de rentrer dans l'univers de l'artisan. Et on a développé, quelques années après la création, des formations plus longues qui sont destinées essentiellement à des publics en cours de reconversion. Et là, on a 2 univers. On a soit celui de formation de 5 jours environ, qui permettent de rentrer dans un métier dans l'objectif de s'y reconvertir et qui permet de prendre des décisions à la fois dans son parcours. On en a eu 2 tout à l'heure qui étaient très concrets et qui nous ont raconté tout ça. Et on a aussi des formations plus longues qui permettent d'aller jusqu'à l'installation, comme par exemple la boulangerie dont je parlerai tout à l'heure.
Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Allot, donc je travaille à un centre de formation d'apprentis depuis 2000. Avant ça, j'étais technico-commercial, donc d'un moulin comme un gros moulin. Et donc la formation, donc je suis chambre de métier, donc tout ce qui est alternance, donc de l'apprentissage. Et ça va du CAP, la mention complémentaire, brevet professionnel jusqu'au brevet de maîtrise. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être faire une petite entrée en matière par l'univers de la formation sur la filière céréales de manière globale. Et donc, Monsieur Jérôme Carrier, j'aimerais vous passer la parole. Si vous pouviez nous toucher 2 mots sur, sur les formations particulières à cette filière et un peu quelle est la demande et son évolution. Donc pour répondre à cette question, c'est pas forcément évident pour nous. Pourquoi ? Parce que les renseignements qu'on a sur nos contributeurs, au-delà de leur nom, prénom et adresse bien sûr, c'est leur code APE. Donc quand je prends le code APE des céréaliers, je me suis contenté de regarder que ça. Mais il n'y a pas que des céréaliers qui font des céréales, il y a aussi des polyculteurs qui ont des élevages et autres qui ont donc aussi des activités céréales. Donc si je me cantonne à regarder ce qui sort, ou du moins les formations qui ont été mises en place et réalisées pour ces gens-là, donc c'est déjà des gens qui se forment un peu moins que la moyenne des gens qui se forment chez nous. Les taux d'accès, c'est-à-dire le nombre de personnes qui viennent en formation chaque année par rapport au nombre de contributeurs, oscille entre 20 et 25% des gens, tous secteurs confondus. On est grosso modo 2 points en dessous pour les gens qui sont identifiés comme céréaliers. D'accord. Le gros des formations qu'on finance pour ces gens-là, vous devez vous en douter, c'est toutes les formations réglementaires. Ça, c'est la première des thématiques, c'est ce qui les fait venir en formation de façon obligatoire, donc c'est plus facile. Donc quand je dis formation réglementaire, bien sûr il y a le certifito, mais c'est assez cyclique. On a eu sur ces dernières années aussi des formations qui sont presque réglementaires, c'est tout ce qui touche à la HVE, donc on a eu une forte demande aussi à un moment donné qui a fortement décliné, par exemple sur ces derniers mois, où on a aussi, ces gens-là suivent des formations en fonction des besoins du moment. En l'occurrence, tout ce qui touche à la PAC, c'est des sujets qui les intéressent. Voilà. Après, tout ce qui pourrait être en lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui, tout ce qui est transformation, les choses comme ça, c'est des choses qui, au niveau Occitanie, ont tendance à progresser, c'est-à-dire qu'on en forme tous les ans un petit peu plus. Mais on est quand même, alors quand je dis un peu plus, c'est-à-dire on doit être à 2% des formations qui sont sur cette thématique-là à peu près, donc c'est pas énorme. Voilà, au niveau national, on est un peu plus élevé, on doit être aux environs de 3%. Voilà, donc essentiellement des formations réglementaires. Après, les formations techniques, et ça c'est clair que c'est la deuxième thématique, technique de production pour développer telle ou telle culture, et voilà. Et puis après, donc tout ce qui touche à la transformation, c'est encore très très marginal, ou du moins c'est difficile à mesurer. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Constance, est-ce que du coup vous pouvez nous présenter un petit peu, vous, la formation du grain au pain, les engagements un petit peu que vous avez au BPREA? Il est allumé? Oui. Ouais. Du coup, cette formation, elle est quand même pas si vieille que ça. Le BPREA agriculture bio, il est très vieux. Juste la mention du grain au pain, elle a environ 6 ans. Donc, il avait été créé par un collectif d'agriculteurs et d'acteurs du territoire dans les céréales locales, dont Daniel, qui remarquait qu'il y avait une demande et un besoin d'offres de formation sur ces sujets-là, mais qu'en fait, il n'y avait pas vraiment la possibilité de se former officiellement avec un diplôme à la clé. Donc, il s'était rapproché de notre établissement avec le montage d'un comité de pilotage pour cette formation. Et moi, je suis arrivée il y a 2 ans et demi, un petit peu sur un contexte difficile, parce que je suis arrivée quand Socopil se retirait. Par contre, nous, j'ai vraiment essayé de garder ces valeurs-là. Et c'est pour ces valeurs-là que nous, les stagiaires, viennent sur la formation. C'est pour ces valeurs de
d'agriculture paysanne, de semences paysannes, de boulangerie au levain. Enfin, c'est vraiment ça qu'ils recherchent et c'est pour ça qu'ils viennent. On a vraiment un public qui est très ciblé agriculture paysanne, qui sont d'ailleurs pas issus du monde agricole. Donc, pour le coup, c'est pas des céréaliers qui viennent en formation chez nous pour se dire tiens, si je faisais du pain au levain. C'est vraiment des gens qui viennent d'ailleurs avec des convictions et une envie de se former sur un domaine spécifique. Okay. Et du coup, au niveau du contenu de la formation, et est-ce que vous avez un suivi sur comment sont ressentis ces contenus de formation? Est-ce qu'il y a un suivi, des retours que vous avez des participants au niveau des installations, par exemple? Donc le contenu de la formation, on n'a pas tous les choix possibles parce que le BPREA, c'est un diplôme national. Hein, donc il est divisé en plusieurs unités capitalisables, c'est des modules. Et dans ces modules, il y a un grand nombre de modules qui sont des passages obligatoires pour s'installer, mais qui ne vont pas forcément plaire aux participants sur le moment. Tous les modules de commercialisation, de comptabilité, de conduite de changement, durabilité, sur le moment, ils ne voient pas trop l'intérêt. Il y en a beaucoup, ça les gonfle un peu. Ils sont beaucoup plus intéressés par les modules techniques. Et celui-là, heureusement, on a de la manœuvre dans comment on le met en place. Donc ça c'est un module qu'ils apprécient plus, surtout que nous, la formation, on l'axe avec beaucoup de stages, donc beaucoup de rapports avec les professionnels, beaucoup d'interventions aussi de professionnels. Donc le module technique, souvent, ils aiment beaucoup. Les autres modules, mais bon, ce module technique, c'est quoi? C'est un quart de la formation. Hein. Les autres modules, ils voient moins l'intérêt, mais dans les années qui suivent, souvent, ils se rendent compte que oui, en fait, c'était intéressant de savoir fixer un prix, de savoir faire un prévisionnel, parce qu'en fait, quand je vais voir le banquier, ce qu'il me demande, c'est pas si je sais faire pousser du blé, c'est si je sais faire un prévisionnel de mes activités. Et après, pour le suivi, on a plus ou moins de suivi selon les personnes. Nous, on reste en contact avec eux pour leur diffuser des offres qu'on reçoit pendant plusieurs années. Il y en a qui spontanément nous donnent des nouvelles de leur installation, d'autres moins. En tout cas, on a quand même des très bons chiffres d'installation, hein, parce que comme on axe vraiment la formation sur l'aboutissement d'un projet, je ne veux pas dire de bêtises, mais on doit avoir les trois quarts de sortants, voire même plus, qui s'installent dans les années qui suivent. Donc c'est quand même un bon chiffre. La plus grosse difficulté étant de trouver les terres. Merci beaucoup. Donc on est passé des formations destinées aux professionnels à des formations pour des futurs installés. On voudrait vous passer la parole, Arnaud Trollet, et si vous pouviez nous parler un petit peu de qu'en est-il pour vous à Savoir-faire et Découverte, à quel public vous adressez vos formations, et si vous pouviez nous donner un petit peu de contexte sur le paysage des formations en Boulange. Oui, alors donc là, 2 mots sur la pédagogie qu'on a mis en place, puisque je vous le disais tout à l'heure, les formateurs sont des artisans en activité, donc pour la Boulange, ce sont des boulangers en activité. Donc je vais quand même dire un tout petit mot aussi sur les stages découvertes, hein, mais donc boulanger en activité, ça veut dire que nos formateurs sont en même temps boulangers, sont en même temps formateurs. Et donc ils apprennent la partie technique et pratique en situation, sur des durées variables. Alors, pour prendre sur la partie, on va dire, s'installer boulanger, puisqu'on a du public qui est similaire au vôtre, c'est des gens qui sont motivés, qui ont envie de changer le monde, on va dire, à leur échelle, et qui veulent s'engager sur du pain au levain naturel, etc., etc. Et donc, ils sont, je dis aussi, des futurs acheteurs de blé locaux. On parlait tout à l'heure ce matin de la rechercher, là, c'était même pas la peine d'aller chercher, c'est eux qui vont aller chercher les céréaliers locaux, hein, donc pour acheter du blé. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de le dire et de le redire, parce que on a en face de nous, on le voit là, on l'a vu tout à l'heure avec les témoignages des 2 salariés, des deux collaborateurs de la structure d'ici, on a des milliers ou des centaines de milliers d'adultes en France qui sont motivés pour aller s'engager sur des métiers de la transition écologique, de la vraie transition écologique. Donc nous, on est toute petite partie, puisque là, on s'intéresse à la boulange, mais il y a plein d'autres métiers, et notamment les métiers de l'artisanat. Et l'artisan, juste une petite parenthèse, je dérive un tout petit peu, mais parce que l'artisan, il est le maillon essentiel entre le producteur, que ce soit le producteur de bois ou le producteur de blé, et le consommateur. Et c'est pas Yuna qui va me dire le contraire, c'est que si le consommateur n'est pas impliqué dans les filières locales, ça marche moins bien. Et donc là, on a, en l'occurrence avec l'artisan, un maillon qui est à valoriser. C'est ce que je cherche à faire en les mettant aussi formateurs et en entraînant le public qui veut
se former dans un univers qui va en fait ressemble à celui dans lequel il va être plus tard. C'est-à-dire que celui qui vient chez nous, lui, il ne veut pas travailler dans une boulangerie industrielle, il veut travailler chez il veut être artisan demain. Éventuellement avoir 1, 2 ou 3 salariés, mais pas plus. Il n'a pas envie d'être multinational. Donc on les emmène, et c'est la pédagogie qui est derrière, sur des formateurs qui sont dans un univers identique à celui dans lequel il va se retrouver demain. Et quand on parle d'apprentissage, c'est aussi important d'apprendre l'environnement dans lequel on travaille que le savoir-faire en lui-même. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction et ça fonctionne bien. Donc ce qui donne envie d'apprendre, c'est aussi parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui est en fait un maître, qui va être quelqu'un à qui on a envie de ressembler. Et ça va nous donner envie d'apprendre. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive à faire des formations de 6 semaines. Nous, ça dure très court, hein, c'est 6 semaines. Et en 6 semaines, ils ont leur CAP. Et non seulement on leur apprend à passer le CAP en 6 semaines, mais en même temps, comme ils sont motivés par le pain au levain, par de l'artisanat, par du blé local, en fait, on leur fait presque 2 formations en une. C'est-à-dire qu'ils apprennent à faire ce que vous faites là, les boulangers au quotidien, et en même temps, ils apprennent à faire, on va dire presque malheureusement, des croissants classiques pour passer leur CAP. Donc ça, on y arrive en 6 semaines parce qu'ils sont 5 dans une boulangerie avec un formateur à qui on lui a appris à faire de la transmission par la pratique. Et donc, c'est ça notre métier au quotidien sur la boulange. Juste un tout petit mot sur les stages découvertes, puisqu'on a Alexandra qui est quelque part dans la salle qui a participé, qui était dans le réseau il y a quelques années, qui faisait des stages découvertes, donc de 2 jours. Et souvent, ces stages courts de 2 jours ou d'une journée sont parfois aussi l'entrée. On en retrouve régulièrement qui ensuite vont sur des formations plus longues et qui vont chez nous ou ailleurs d'ailleurs s'installer comme faire des formations et devenir ensuite boulanger. On voit une évolution vraiment dans cette demande de formation sur la partie agricole et sur la partie du coup de l'artisanat. Voilà, je ne vais pas parler de la formation professionnelle, je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure sur le paysage de la formation professionnelle en France. Si vous pouvez y aller maintenant un petit... Donc, il se trouve que donc nous on est... bon, vous avez entendu tout à l'heure, il y a ceux qui ont eu les transitions pro qui a été évoqué tout à l'heure, c'est un processus pour se faire financer la formation. Donc là, ça fonctionne en général si vous faites des formations longues, enfin des formations qui vont vers un diplôme, etc. Donc la formation en France est très réglementée. Donc il y a des choses qui sont très bien, hein, enfin il n'y a pas de souci, mais en l'occurrence, dans notre domaine de la transition écologique et des métiers qui sont un peu autour de la table là, on a un certain nombre en tout cas, nous, en l'occurrence, les formations, quand les gens viennent faire 6 semaines de formation, il n'y a pas de financement en particulier, puisque ce n'est pas diplômant. Hein. Donc, ils passent le CAP en candidat libre. Donc, ils sont obligés de se financer par eux-mêmes, hein, la formation. Donc, ça voudrait dire de rentrer dans un processus de formation qualifiante, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais avec, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur le sujet, mais avec des contraintes qui sont très fortes, qui en fait rendent la formation beaucoup plus rigide à partir du moment où on rentre dans un processus qualifiant. Et donc, par rapport à des univers qui sont très mouvants, dans lesquels on a besoin de souplesse, ça pose quelques soucis. Enfin, pour nous, ça nous en posera forcément quelques-uns. Merci beaucoup, Arnaud. Du coup, là, on a parlé de rigidité, de réglementation de la formation. On a parlé de contenu de formation. Jean-Michel Allot, vous, au CFA, la formation CAP, la formation BP, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contenu ? Le contenu fonctionne, oui. Ça fonctionne. Le contenu, donc, nous sommes en alternance, donc ce sont des formations longues, puisqu'il y a beaucoup plus d'entreprises que de formations chez nous. Nous sommes complément de formation. À la sortie, il y a un diplôme, parce que pour s'installer en boulangerie, il faut un CAP depuis 1997. Et donc le jeune, je dis le jeune, en CAP, en CAP, ils arrivent, ils ont 15 ans, ils passent un CAP dans 90% des cas. Ils passent un CAP, ils ont 18 ans. Donc on reste sur de la base de formation, et nous les voyons 10 semaines par an. Donc ils ont 10 jours de laboratoire par an, parce que nous sommes compléments de formation. On appuie sur des points qui ne font pas d'entreprise. Quand ils tombent sur de bonnes entreprises, enfin les bonnes,
quand ils tombent sur des entreprises où tout est fait, ou qui ont la possibilité de tout voir l'étendue du métier, donc c'est parfait. Quand ils tombent sur des entreprises où ils ne voyaient pas ni la viennoiserie ni autre chose, nous complémentons un peu plus. Ensuite, nous avons les brevets professionnels qui sont à niveau, les niveaux ont changé, donc c'est niveau 4. Les brevets professionnels, c'est différent. Là, c'est accentué sur beaucoup de pré-fermentations, sur de la gestion, sur une reprise d'entreprise. Et donc, c'est un niveau bac. Et là, nous travaillons beaucoup plus les viennoiseries avec des matières nobles, des levains. J'appuie beaucoup sur les blés anciens. Donc, on fait beaucoup d'expériences sur les levains, les blés anciens et plein de choses comme ça. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que des fois, quand un meunier nous apporte des blés spécifiques, on fait des essais là-dessus. Et comme ce sont des futurs repreneurs d'entreprise, ils amènent ça aussi dans l'entreprise qui ne pratique pas, qui est frileuse pour pratiquer ces blés. Et à ce niveau-là, presque on joue, quoi, c'est génial. Et on est dans la qualité organoleptique. Et là, je les ai deux jours consécutifs de laboratoire pour travailler les fermentations. Après, on va jusqu'au brevet de maîtrise, que les brevets de maîtrise, c'est encore différent. Là, on est dans la création, et là, on se rapproche un peu du meilleur brevet de France. Donc, on est plus... c'est tellement étendu que c'est trop vaste. On frôle la pâtisserie, on frôle la biscuiterie, on frôle... pour la formation, donc nous avons une association de profs de boulangerie nationale. Donc au niveau des référentiels, pour pas, ça évite, donc elle est depuis 1983, ça évite que chaque formateur parte dans un sens, dans l'autre, et que ça soit un peu la panique au niveau de la France. Donc on a une association qui s'appelle AAINB, Association des anciens de l'INB. Et donc on a aussi une aide pédagogique, on aide les enseignants, les nouveaux enseignants. Et ça c'est hyper important. Et là aussi, on est affilié avec les ambassadeurs, donc il y a beaucoup d'ambassadeurs qui sont dans l'association. Et on a aussi cette mouvance de blé ancien qui est depuis 10 ans, qui est vraiment... qui pousse fort. On sent qu'il y a une mouvance là-dessus. Surtout sur l'information. Il y a la formation, mais c'est surtout sur l'information aux boulangers conventionnels. Ok, merci beaucoup. J'aimerais bien revenir plus tard justement sur cette association et la mouvance au niveau des blés anciens. Je pense que c'est intéressant. Mais est-ce qu'on peut faire juste un point, selon vous, comment vous expliquez la différence entre du coup le CAP et le BP? C'est juste d'un point de vue de l'organisation? C'est juste d'un point de vue des volontés du public? Non, il faut savoir que les référentiels sont faits par les OPCO, donc les organisations professionnelles, par l'éducation nationale. Et heureusement que nous, avec l'association, on a un petit doigt dedans aussi pour dire attention, attention, attention. Donc un CAP, c'est presque trop faible à niveau pour un adulte en formation, parce qu'il est obligé de passer par là. C'est pour ça que dans cette formation-là d'adulte en formation, nous, il vient du mois d'octobre au mois de mai, puisqu'il passe l'examen ponctuel en juin. Et là, en 6 mois, 7 mois, il fait 2 années de formation chez nous, en équivalence. Donc c'est un peu plus abouti, un peu plus poussé. Et souvent, ces adultes-là, on les pousse, pas, je dirais pas jusqu'au niveau brevet professionnel, mais on les pousse à un état d'esprit, quoi, du métier, parce qu'ils ils font presque du brevet professionnel en 1 an. Mais par contre, un jeune qui a entre 15 et 18 ans, lui, il va apprendre la base du métier. Déjà, le toucher, la gestuelle, le comportement, le savoir-être. Donc il a une aptitude professionnelle, mais il est formaté à l'entreprise d'où il sort. Donc il n'a pas cette ouverture d'esprit. Et au niveau du contenu en tant que tel de la formation, est-ce que, alors on le voit en fonction, vous vous adaptez au public en fonction de ce que vous pouvez leur apporter, de ce qu'ils viennent chercher aussi, mais est-ce que dans le contenu en tant que tel, il y a eu des évolutions? Le contenu, il est géré par des référentiels qui sont régulièrement rénovés.
La technologie reste la technologie, les maths de français restent les maths de français, mais dedans, hop, il y a des rajouts comme le bio, dans la filière, on parle maintenant de paysans boulangers, donc il y a des petits rajouts à chaque fois dans les référentiels. Merci. Du coup, on a un petit peu parlé, en tout cas pour vous, Jean-Michel Allot, des contraintes qui peuvent se présenter dans vos formations. Là, moi, de ce que je comprends, c'est plutôt au niveau du temps, de l'organisation, le fait que vous ayez vos jeunes, du coup, 70 heures par an, pas par semaine, par an. Et j'aurais bien aimé passer la parole à Constance Renard, au BPREA. Vous, au niveau des contraintes, est-ce qu'elles sont similaires? Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à apporter? Du coup, on peut parfois retrouver les deux, parce que c'est sûr qu'au niveau financier, nous, c'est une formation qui est financée par la région. Donc la région nous attribue en fait un nombre de places par élève et un financement à l'heure des élèves passés. Nous, on a fait le choix à l'établissement d'avoir beaucoup de stages sur la durée totale de formation, donc forcément, ça veut aussi dire un financement qui est plus faible pour nous. Et des fois, il y a certains professionnels très spécialistes dans leur domaine qui ont des tarifs un petit peu hauts et qui voudraient, par exemple, s'aligner sur des tarifs type VVA que nous, on ne peut absolument pas, qu'on ne peut absolument pas assumer, avec des professionnels qui interviennent aussi dans des formations VVA et qui sont parfois habitués à être rémunérés plusieurs centaines d'euros la journée, qui est juste pas possible pour un centre de formation. Donc ça peut parfois être des contraintes dans le fait de faire venir des personnes. Il y a aussi le fait qu'on travaille avec beaucoup de professionnels et que les professionnels, ils ont une vie, ils ont un métier à côté, donc des fois la formation, c'est pas dans leur plan de charge et c'est parfois difficile pour eux de planifier tout ça, notamment quand c'est des paysans boulangers. Ils peuvent des fois dire « Ah ben ouais, moi je suis super intéressé pour faire de la boulange avec les stagiaires ». Et puis 3 jours avant, « Ah ben non, en fait, il fait super beau, il faut absolument que je sème, j'annule tout ». Donc des fois, ça, c'est des contraintes pratiques assez fréquentes qui peuvent parfois se faire ressentir, ou à contrario, dans des disciplines techniques, se dire bon, tel jour, on fera une journée tracteur, et puis en fait, il pleut des cordes, on ne peut pas faire la journée tracteur. Donc c'est quand même les contraintes, des fois c'est des contraintes, en plus on est nous aussi sur un temps assez court, on n'a qu'1 an de formation, et du coup dans l'année, il faut réussir à tout rentrer en prenant en compte les contraintes des professionnels, les contraintes financières, les contraintes de la météo. Et sur l'accessibilité à la formation, est-ce qu'il y a des contraintes particulières pour les personnes qui voudraient s'inscrire en BPREA pour pouvoir suivre la formation? On est contraint par le nombre de places que la région nous fixe. Là, actuellement, on a 22 places financées par la région et pour environ 80 postulants. Donc, on a une place pour 4 personnes qui postulent. On a une seule place, quoi. Donc ça, c'est une contrainte. On est aussi accessible via le plan de transition professionnelle, sauf que souvent, ils préfèrent financer des reconversions salariées que en fait, c'est assez compliqué de se faire financer une reconversion quand c'est pour s'installer. Il faut un dossier super bien monté, ça fait souvent un peu peur pour la reconversion. Ok, merci beaucoup. Arnaud Trollet, peut-être de votre côté, à savoir-faire et découverte sur l'accessibilité et les contraintes. Oui, on va être assez simple, puisqu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même, nous on a beaucoup de demandes d'adultes, mais en fait en matière de financement, malheureusement, chez nous, il faut payer à titre personnel. Majoritairement, c'est quand même ça qui se passe. Et alors en plus, ça s'est un peu réduit là. Avant, on pouvait faire passer des dossiers de transition pro. Maintenant, ça fonctionne plus. Enfin, en fait, plus les années passent et plus les contraintes sont, de notre point de vue, en tout cas, fortes. Et donc, on a relativement peu d'accès à des financements de la fondation. Sauf, il y a Vivea, mais sur d'autres domaines, sur certains domaines pour lesquels il y a des accès à Vivea sur des gens en cours d'installation en PPP, là, comme on dit dans le jargon. En installation agricole. Donc là, il y a certains modules qui sont financés par Vivea. Il y a évidemment la formation de certains salariés qui viennent sur des fonds de formation du financement de la formation professionnelle quand les employeurs, quand ça rentre dans un projet que l'employeur souhaite financer. Donc il y en a. On a par exemple
même des boulangers qui veulent faire évoluer leur pratique, qui peuvent venir à une semaine de formation pour pratiquer le vin naturel. Et puis ça, on en a dans d'autres secteurs d'activité. Mais sur les publics plutôt d'adultes en situation de reconversion, majoritairement, ce sont des gens qui financent par eux-mêmes la formation. Donc si vous me demandez quelles sont les contraintes, il faut aller les demander effectivement aux adultes qui financent, et je pense qu'ils seraient assez contents d'avoir. Alors c'est pour ça qu'on a déposé un RNCP là, sur le projet Boulange, pour lequel on attend un retour, mais qui permettrait dans ce cadre-là de faire, du coup, d'éviter de faire passer le CAP en tant que tel, et surtout l'avantage c'est que c'est une formation qui, ce que l'on fait déjà, mais qui est une formation qui est très axée du coup et quasiment exclusivement sur le pain, le vin naturel, orientation céréales locales, et donc qui permettrait aux candidats qui veulent aller là-dedans d'avoir directement une formation qui les concerne et qui soit à 100% en lien avec leur projet professionnel. Donc ça, il y a vraiment un besoin là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a monté ce projet. Et puis on espère que ça donnera des résultats dans l'avenir. Et là, en l'occurrence, après, effectivement, ça ouvre la porte à quelques financements professionnels, quelques financements notamment par le compte personnel de formation, par exemple. Bon, ça ne résout pas tout parce que après, il y a d'autres contraintes que vous connaissez bien sur une souplesse relativement faible quand on rentre dans ces systèmes-là, mais en l'occurrence, ce serait quand même un point intéressant. Okay. Et juste en chiffres au niveau nombre de formés à savoir-faire et découverte, est-ce que vous arrivez à répondre aux demandes? On a une douzaine de personnes par an sur le CAP uniquement. Par contre, on a un module aussi dont j'ai pas beaucoup parlé, mais qui est important dans notre univers là, de développement local. C'est des sessions de 5 jours, toujours en petits groupes de 5 à 6 personnes, toujours chez des boulangers formateurs, donc à travers la France. Il y en a 4 aujourd'hui. Et là, on reçoit à peu près 50, 60 par an. Et ça, sur ces personnes-là, ce sont 50 à 60 personnes en situation de projet de reconversion professionnelle et à qui on va, en une semaine, leur donner la capacité de prendre des décisions, j'y vais ou j'y vais pas. Et en l'occurrence, c'est un coût en fait, qui est relativement, très faible à la fois pour la société et même pour le candidat. Ça lui évite de s'engager 1 an et de dire « je me suis trompé ». Et en même temps, au bout d'une semaine, en fait, ils acquièrent des savoir-faire puisqu'ils sont en situation d'apprentissage par la pratique chez un professionnel. Et donc, dans ces 60 participants par an, c'est à peu près ça, on va en retrouver ensuite peut-être une dizaine ou une quinzaine en formation longue sur du CAP. Et puis, il y en a certains qui vont aller faire des formations, peut-être chez vous, en tout cas, ou ailleurs, sur des formats plus classiques pour se former à la boulange et s'installer. Ok, donc on le voit, il y a en tout cas beaucoup de demandes sur ces formations, pour des formations initiales, en tout cas pour des personnes qui sont en reconversion ou juste en formation initiale. Pour les professionnels, pour les agriculteurs, Monsieur Carrier, comment vous avez senti l'évolution de la demande des professionnels, l'évolution des besoins, et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place chez Vivea pour amener les céréaliers à ces formations, puisque vous le disiez, c'est parmi le public d'agriculteurs qui se forment le moins. Oui, alors juste ce que j'ai omis de préciser par rapport aux 3 autres intervenants, vous devez le savoir, nous on est sur des formations très courtes, hein. On a parlé d'années, de semaines, voilà, nous on est plutôt sur les formations qui durent en moyenne 14 heures, c'est-à-dire à peu près 2 jours. Voilà, donc par rapport à ça, les formations qui sont proposées pour nos contributeurs sur la thématique en lien avec les productions de céréales, il n'y a pas énormément d'offres de formation, hormis les formations réglementaires dont j'ai parlé. Voilà, un département comme l'Aude où il y a quand même la moitié du territoire ou une grosse partie toujours qui est en céréales, on a très peu d'actions de formation. Alors l'explication, je pense, c'est parce que souvent les producteurs de céréales ont sûrement des réponses directes avec leur organisme, leur coopérative. Donc souvent, je pense qu'ils ne passent pas par la formation. Donc nous, on ne sait pas le voir.
Voilà. Alors pour ce qui est des évolutions dans les formations, au-delà effectivement des petites évolutions vers la transformation, les formations techniques sont très axées sur toutes les techniques agroécologiques, conservation des sols, limitation des intrants, que ce soit les engrais ou les phytosanitaires. Donc il y a de plus en plus de formations sur ces thématiques-là, donc depuis quelques années. Voilà. Donc ça, voilà, ça se fait naturellement, je dirais. Et après, nous, les possibilités que l'on a d'orienter la formation existent, mais c'est quand même assez limité. C'est-à-dire qu'on est piloté par des élus, Vivéa, comme beaucoup de structures agricoles. Et donc, on a la possibilité, à leur demande, de lancer des cahiers des charges, on appelle ça des appels d'offres spécifiques, sur des thématiques variables ou vers des publics spécifiques et pour qui on considère qu'il y a peu de formation, soit pour le public, soit sur la thématique. Voilà, donc on lance des appels d'offres qui durent 3 ans. C'est des cahiers des charges avec un cadre, avec des objectifs de formation qui sont écrits, des besoins particuliers sur les compétences des formateurs par exemple, et surtout ce qui peut attirer les formateurs ou les centres de formation vers ça, c'est la prise en charge financière qui est grosso modo de 1,5 fois plus élevé que le tarif de base. Voilà, donc c'est des thématiques sur, en ce moment, il y a des choses sur la stratégie commerciale, il y a des choses sur la communication positive, sur le changement climatique, sur le bien-être au travail. On parle de bien-être animal, mais aussi le bien-être au travail. Voilà, mais ça, c'est des appels d'offres qu'on lance et les organismes se positionnent s'ils ont les compétences, s'ils ont le temps à y investir dans tout ce qui est ingénierie de formation. Voilà. Et sur ces appels d'offres, les organismes qui se positionnent, est-ce que vous avez une vision ou en tout cas des chiffres en tête? Est-ce qu'il y a vraiment un engouement des organismes qui se positionneraient sur des thématiques dont on parle? Alors, quand je parle de ces 3 ou 4 appels d'offres, ils ont été lancés à des moments différents. Mais par exemple, celui qui a bien marché, qui continue à bien marcher, c'est tout ce qui touche au changement climatique. Voilà, c'est aussi bien des entrées techniques que là on a lancé, on a élargi le cahier des charges sur toute la problématique du carbone, toutes ces problématiques des énergies renouvelables. Donc ça, c'est des choses qui intéressent les gens. Alors c'est pas forcément que des céréaliers, c'est tout public confondu. Voilà. Après, il y en a qui ont été lancés en début d'année, donc il n'y a pas encore beaucoup de recul. Voilà, mais celui-là, je sais qu'il fonctionne très bien, quoi. Ok, merci. Mais du coup, on est un petit peu sur la thématique là, des opportunités et de ce qui est mis en place un petit peu pour accompagner la formation et pour améliorer la formation. Jean-Michel Allot, tout à l'heure, vous nous parliez de l'association AINB. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'objectif de cette association et votre rôle? Donc voilà, donc l'association AINB, donc il y a 330 enseignants en France qui sont dans l'association. Pour nous, donc au niveau régional, donc c'est on est dans l'Aquitaine et l'Occitanie, donc moi je suis délégué régional. Donc on a une réunion régionale qui se fait le 1er avril au CFA d'Albi. Donc ça nous permet nous de se mettre en contact, de voir les différents CFA, de voir, de se comparer. Ensuite, donc on organise des concours pour promouvoir l'apprentissage, pour motiver les jeunes. Donc là, nous, on a un concours croissant au beurre d'Isigny pour promouvoir la qualité du beurre d'Isigny. On pourrait lancer des concours au Blancy, on pourrait tout faire. Et ensuite, donc, on aide les nouveaux enseignants pour élaborer des cours, pour qu'ils connaissent qu'est-ce que c'est qu'un référentiel. Quand on arrive nouvel enseignant, on ne se rend pas compte de la lourdeur administrative que demandent pour former, que demandent les dirigeants. Donc on a des supports techniques, donc plein de supports techniques. Donc il y a le petit boulanger, Technomitron, Exomitron, il y a plein de trucs numériques à disposition
qu'on met à disposition gratuitement pour les apprentis, pour les enseignants qui arrivent et pour les anciens. Donc il y a un échange, il y a plein de trucs. On élabore, donc on est aux commissions d'examen, donc d'élaboration de sujets, commission d'examen. Donc c'est quand même une association de profs de boulangerie. Donc les pâtissiers nous envient un peu parce qu'ils n'ont pas, mais des pâtissiers viennent aussi chez nous. Et donc ça permet quand même de faire le lien aussi avec les boulangers, avec les organisations professionnelles. Et donc ça crée un lien. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Du coup, je comprends que le prochain concours, c'est sur fabrication de pain au blé ancien, c'est ça? Ça a été dit. Hein. Ça a été dit. Ça enregistré. Pourrait, mais peut-être pas au niveau national, parce que l'ancien ne ressemble pas à un autre. Hein. Et voilà. Merci. Constance Renard, au niveau des initiatives, ou en tout cas ce qui est mis en place pour améliorer la formation, est-ce qu'il y a des évolutions que vous prévoyez chez vous? Du coup, nous, les publics qui rentrent, je pense que paysan boulanger, c'est quand même vraiment un métier qui est très différent de boulanger. Derrière la notion de paysan boulanger, il y a une grosse notion militante. Du coup, les personnes qu'on a, c'est vraiment des personnes qui ont aussi un engagement sociétal assez fort. Donc je pense que, en tout cas, moi, comment je le vois, moi, dans mon rôle, en tout cas, dans ma coordination de formation, moi, dans mes améliorations de la formation que je fais, en tout cas, c'est en tout cas, moi, être un peu à la hauteur aussi de ce qu'ils attendent. Donc rester à la hauteur techniquement en participant à des journées techniques des organismes techniques et des différents GAB, mais aussi rester au fait des évolutions sur le territoire, des différentes choses qui se font. Donc je pense aux réunions des moulins, je pense à des associations de céréales locales qu'on a sur le territoire, d'être quand même engagé dans ces démarches-là pour aussi accompagner au mieux les stagiaires. Je sais pas comment l'exprimer, mais en étant moi-même investi dans la démarche, en fait, pouvoir améliorer la globalité de la formation et sa cohérence sur le cycle global. C'est plutôt comment moi je vois l'amélioration de la formation à l'heure actuelle, c'est améliorer la cohérence globale de tout le cycle pour les amener vers aussi l'aboutissement de leur projet, qui soit professionnel, mais aussi un petit peu sociétal et personnel, quoi. Merci. Ouais, Arnaud Trollet. Du côté de savoir-faire et découverte, qu'est-ce que vous avez un peu comme perspective innovation en vue? Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot du lien que vous gardez entre les apprenants et les professionnels? Oui, alors avec les apprenants, donc, notamment ceux qui sont sur des parcours longs, on garde un lien. Oui, on garde un lien, on les suit. Et on peut d'ailleurs en voir un certain nombre sur un site qui pour l'instant s'appelle lesgestespartagés.fr, mais bon, qui va être réintégré sur le site lesavoir-faire.fr. Donc il suffit que vous alliez voir, vous allez voir les gens qui s'installent et sur lesquels on fait un portrait. Donc oui, on les suit. Et d'ailleurs, juste pour signaler, nous on a... Enfin, c'est pas très original, mais on a 100% de réussite. C'est-à-dire que la pédagogie, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, elle fonctionne puisque c'est 100% de réussite au CAP. Et en plus, ils ne sont pas venus chez nous spécifiquement pour passer le CAP. Donc voilà, ça fonctionne. Et on a, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a au moins 3/4 qui s'installent. Et je voulais aussi signaler ça, c'est que, parce qu'en fait, ce qui est important dans tout ça, c'est est-ce que ça fonctionne derrière. C'est-à-dire que les gens qui s'installent, boulanger, paysan boulanger, je connais aussi, mais un peu moins. En fait, ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens, ils vivent de leur métier. Alors, ils ne gagnent pas 5 000 € par mois, mais tous ceux qu'on suit, ils vivent. Et en fait, il y a énormément qui s'installent. Et ça, c'est important à dire parce qu'il y a un vrai marché autour de ces métiers-là. Et alors, je pourrais élargir, je pourrais vous parler même de l'ébéniste, si vous voulez. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, autour de ces métiers de l'artisanat locaux, il y a un vrai potentiel. Il y a une difficulté autour du prix. Il suffit de vous regarder l'Observatoire CTLM, là, qui font des études tous les 2 ans au niveau européen, où il y a une vraie attirance du citoyen européen pour l'artisan. Il y a une vraie confiance dans ce métier-là.
La difficulté, elle reste sur le critère qualité-prix. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand même, si on est là, c'est aussi parce qu'on met en place des choses pour que les artisans soient finalement plus efficaces, plus performants aussi, quelque part, même sans rentrer dans un modèle d'avant, mais quand même dans leur donner des compétences pour qu'ils puissent avoir des tarifs relativement acceptables par le consommateur. Donc ça, il faut le signaler, donc on les suit et on voit que ça fonctionne. Voilà. Après, sur la relation avec les formateurs, donc, en fait, on a un métier un peu particulier puisque on a ce qu'on appelle un module de formation de formateurs, alors qu'on fait maintenant plus souvent à distance qu'en présentiel pour des raisons d'accessibilité à notre réseau, puisque c'est sur toute la France. Donc on a une méthodologie pour amener des professionnels à savoir faire de la réflexivité, enfin tous ces gros mots qu'on met dans la formation professionnelle pour dire, ben voilà, c'est quoi l'apprentissage de quelque chose, comment on vérifie qu'on a bien acquis une compétence. Donc tout ça, nous, c'est notre métier d'aller porter cette parole-là auprès des artisans, hein, et de faire en sorte que ça fonctionne. Et donc on a un processus, comme tous les organismes de formation, pour vérifier la qualité des formations, puisqu'on est organisme de formation classique. Et puis, en matière d'évolution, puisque vous me posez la question, en fait, l'apprentissage, c'est aussi intéressant, on apprend d'autant mieux quand on en a besoin. Et quand on en a besoin, on n'a pas forcément, si la formation c'est dans 3 mois, je fais comment pour apprendre, en fait, pour comprendre, etc. Alors, ce qu'a dit tout à l'heure Juliette était très intéressant sur l'histoire du réseau de compétences, parce qu'on travaille aussi, je travaille là-dessus avec un projet qui s'appelle Local Eco, qu'on teste actuellement auprès des anciens apprenants de savoir-faire et découverte, qui leur permet en fait d'avoir accès à notre réseau de professionnels une fois qu'ils ont passé chez nous, en disant quand vous avez une question technique, organisationnelle ou même commerciale, vous avez accès à ce réseau que vous pouvez interroger. Donc on a mis en place un système de plateforme qui permet à l'artisan de ne pas être dérangé toutes les 5 minutes, d'être rémunéré aussi sur le temps qu'il passe après la formation en termes de SAV. Et donc on est en train de tester ça et on espère pouvoir l'élargir aussi dans le futur, une fois qu'on aura testé l'opération. J'en profite aussi pour dire que, quand on parle de rémunération sur les gens qui passent du temps après la formation, je crois qu'il y a, je signale également que les formateurs qui sont des artisans sont indemnisés comme des formateurs. Et dans ma motivation qui m'a amené à faire savoir-faire et découverte, c'était aussi un point très important. Vous êtes, un certain nombre d'entre vous, engagés dans la bio, dans plus que la bio, dans le développement local. Enfin, vous avez un vrai engagement citoyen et économique pour faire bouger la société. Et il me semblait important aussi que une partie des acteurs soient indemnisants, que soient reconnus, pas seulement sur le plan moral, hein, en disant oh, c'est super ce que vous faites, mais aussi sur l'aspect économique, parce que c'est ça qui fera le futur de ces métiers-là, c'est parce qu'on va un peu gagner aussi sa vie. Et donc, mon rôle, c'est de dire, bah oui, une partie de l'argent que je reçois, une bonne partie part chez les artisans qui reçoivent cette rémunération en tant que formateurs, et ça fait partie de leur métier. Enfin, c'est un complément, on va dire, à leur activité d'aujourd'hui. Merci beaucoup. On va prendre des questions. Ah oui, vas-y Constance. Moi, je voulais juste dire, parce que du coup, j'en ai pas trop parlé, sur l'avenir aussi un petit peu des stagiaires après formation. Nous, le gros frein quand même qu'on rencontre, c'est derrière, ils sont très motivés, tout ça, mais il faut s'installer. S'installer, ça coûte super cher. Trouver des terres, c'est hyper compliqué. Et là, des fois, quand on est entre nous comme ça, on peut avoir l'impression que les choses, c'est super, il y a tout qui bouge, tout le monde a envie de faire des céréales locales, c'est trop bien. Mais dans la réalité, en fait, il y a des super grosses fermes avec des gros agriculteurs qui sont pas du tout prêts à lâcher leurs terres pour les donner à des petits bio qui ont envie de faire des céréales locales, quoi. Donc, faut pas non plus trop s'idéaliser, je pense, dans des journées comme ça. Ça reste hyper difficile sur le terrain quand même de trouver sa place. C'est une vraie contrainte en tout cas qu'ont nos stagiaires en sortie. Et là, sur le Tarn, on commence à voir qu'il y a un certain nombre de paysans boulangers qui sont installés. Et ça devient de plus en plus compliqué d'en installer des nouveaux, que ce soit au niveau débouché, mais à la limite, les gens mangent du pain, donc ça peut se trouver, mais aussi au niveau place d'installation, en tout cas. Donc après, il y avait des perspectives qui avaient été un peu réfléchies, notamment le comité de pilotage, à l'époque, avait réfléchi à un réseau de compagnonnage pour permettre aux personnes qui sortent de formation, qui ne se sentent pas tout à fait prêts, de pratiquer chez différents. Il y a le GAB du 65 qui est en train de mettre en place un espace test paysan boulanger avec lequel on pourrait collaborer. Donc ça peut être des pistes pour que des gens prennent le temps et se fassent du réseau avant de s'installer.
mais il y a quand même une vraie contrainte, une vraie difficulté pour s'installer en sortie de formation, et ça, il faut quand même le garder en tête, je pense. Oui, ouais, merci. C'est vrai que c'est un des... Voilà, c'est pas le sujet premier de la journée d'aujourd'hui, mais au même titre que le travail sur la formation des artisans, pour les amener à travailler avec des farines anciennes et de ce fait à contribuer à la transition agroécologique du territoire en intégrant des filières céréales et locales, c'est un des leviers qu'on a identifié, mais il y en a plein d'autres qui sont des enjeux majeurs pour l'installation de jeunes paysans, en l'occurrence. Alors, j'aurais interpellé d'abord monsieur du Vivea. Au niveau de votre intervention, vous avez omis de préciser qu'aujourd'hui, le système Vivea n'est pas accessible aux porteurs de projets et aux cotisants solidaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le système Vivea est accessible exclusivement aux gens qui sont installés à part entière en tant qu'agriculteurs et exclut, on va le définir comme ça, l'avenir de l'agriculture avec les porteurs de projets. Alors je vais apporter un petit correctif. Déjà pour dire que les financements Vivea sont exclusivement alimentés par les cotisations des agriculteurs qui cotisent à Vivea. Ensuite, c'est pas tout à fait vrai ce que vous avez dit. On finance la formation des porteurs de projets. Alors il y a un cadre, effectivement, qu'il faut qu'ils soient inscrits au PPP. Il faut qu'ils aient... il y a des formations techniques, on finance des formations sur les compétences entrepreneuriales qui ne sont pas financées, sauf si ces gens-là n'ont pas de CPF. Donc il y a quelques règles. Et pour ce qui est des cotisants solidaires, à partir du moment où ils cotisent à Vivea, ils ont droit au financement Vivea. Voilà. Sauf que, pour aller un petit peu dans votre sens, c'est que la première année de leur installation, comme c'est une population qui peut être exonérée de toute charge sociale, puisque s'ils ne dégagent pas un revenu suffisant, ils ont exonéré de toute charge sociale, et les charges sociales, il y a la cotisation Vivea. Donc comme la première année, la MSA ne sait pas quel revenu la personne va avoir, elle n'appelle pas de cotisation. Donc la première année, même s'il a du revenu, Vivea ne financera pas la formation. Voilà, donc les porteurs de projets, on les finance, un peu moins que ce qui était dans les années passées. Pour vous dire qu'on les finance, puisqu'ils ont le droit au même volume financier qu'un contributeur qui est depuis cette année à hauteur de 3 000 € par an. Les formations professionnelles, quel niveau qu'elles soient, amènent des acteurs économiques sur le territoire. Et c'est quand même dommage que les collectivités locales, telles que celles de la région, diminuent régulièrement leur contribution à la formation pour limiter, du coup, évidemment, l'accessibilité à l'action économique sur le territoire. Donc ça, c'est un constat, voilà. Ensuite, j'avais une question plus précise auprès des centres de formation. Sauf à M. Trollet qui a répondu par leur système de fonctionnement où les professionnels sont directement impliqués dans la formation. Et j'allais poser la question donc aux deux autres centres de formation. Où sont les professionnels, pas seulement comme intervenants, prestataires ou bouche-trous, mais où sont les professionnels dans l'élaboration des programmes pédagogiques de vos centres de formation? Je veux argumenter ma question dans le sens où c'est les professionnels qui ont connaissance du territoire, qui ont connaissance de la réalité de l'évolution technique, de la réalité économique du territoire. Et dans les centres de formation, les professionnels, à part d'être pris comme intervenants, n'ont absolument pas accès à la constitution du contenu pédagogique des formations. J'en veux pour preuve que dans la programmation et l'élaboration du projet paysan du grain européen de l'Inéopole de Brens, nous étions 7 professionnels à inventer et à créer cette formation. Aujourd'hui, par divergence de fonds avec les priorités économiques et politiques de la direction,
tous les professionnels ont démissionné, et professionnels qui représentaient le réseau national des semences paysannes, les ADR, Nature et Progrès, donc des professionnels qui étaient hyper acteurs dans l'activité de développement économique et humain du territoire. Et donc, quelle est la place des professionnels dans vos centres de formation en termes de décision? Et du coup, je pense que c'était essentiellement à moi que la question a été adressée parce que tu connais notre contexte. Non, pas forcément, non, Clémence. Parce qu'il y a d'autres centres professionnels, évidemment, il n'y en a pas assez aujourd'hui présents qu'on nous pourrions interpeller, mais c'est quand même une réalité qui ne s'adresse pas que à l'Inéopole, c'est une réalité quand même très générale. En tout cas, pour ma part, pour le contenu pédagogique qu'on a, effectivement, il y a quelques années, il y avait le COPIL qui n'existe plus. Cependant, il y a encore des professionnels qui, sans faire partie du COPIL, sont encore en lien avec moi et auxquels je soumets mes programmes et ce que je compte faire et qui me donnent leur avis sur la progression, qui me donnent leur avis sur les contenus, sur des durées de modules et qui me disent non, là, je pense que je devrais un petit peu allonger cette partie ou ben, ça, il n'a peut-être pas besoin parce qu'en fait, je pense qu'en stage, il le voit assez. Donc, les professionnels sont pas directement là pour toucher au référentiel. Donc ça, effectivement, c'est moi qui me garde la liberté de suivre le référentiel, puisqu'on a aussi des contraintes horaires, tout ça. Par contre, les professionnels sont consultés pour plus des histoires de contenu et des co-élaborations, parce que du coup, il y a des professionnels avec qui on travaille dans le module. Enfin, moi, je ne fais pas tout le module toute seule, évidemment, je ne suis pas capable de ça. Donc il y a beaucoup d'interventions de professionnels avec qui on travaille ensemble sur à quel moment ils interviendront, quelle place ils auront, et qu'est-ce qu'ils veulent que moi je fasse, qu'est-ce qu'ils veulent eux faire. Et voilà. Et donc ça, nous on a des maîtres de stage ou des professionnels intervenants qui donnent leur avis sur ça et qui interviennent dans cette partie. Donc nous, c'est simple, le référentiel est fait par les OPCO, par les professionnels, en relation avec l'éducation nationale. Ensuite, donc, comme a dit, donc par rapport au temps spécifique que l'on a, notre référentiel est décortiqué. Il est mis en avant avec le syndicat de la boulangerie de l'Aude. Donc ce sont des professionnels qui viennent noter. Il y a un détaché donc, qui s'occupe aussi de ça, donc on est en relation. Ensuite, nationalement, donc il y a, grâce à l'association, donc tout est aussi décortiqué, tout est en amont, donc on est vraiment en relation avec les professionnels. Quand on va faire des visites d'entreprise, ils ont un carnet de liaison avec tout le contenu de la progression. Donc le jeune, c'est lui qui fait la liaison avec ce carnet entre l'entreprise et nous. Donc tout est suivi, tout est marqué. Donc on a de la traçabilité, c'est hyper carré pour avoir les financements, puisque depuis 2018 tout a changé. C'est géré par, je ne sais plus quel organisme. Oui, c'est ça, France Compétences. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et les professionnels, même le problème, c'est que le 3/4 des professionnels ne savent même pas ce qu'est un référentiel. Donc ça, ils prennent un jeune, c'est un apprenti, ils le prennent, vient travailler à moi. Et ils savent si on leur demande est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il fait ça, mais ça fait partie du diplôme. Ah, mais il le fera au CFA. Donc mais dans le temps imparti, bon, on fait ce qu'on peut. Enfin, on fait du mieux qu'on peut, ça c'est sûr. Juste un tout petit message, il faut regarder d'où vient l'argent de la formation professionnelle. Et quand vous savez d'où vient et qui prend les décisions, vous avez à peu près compris comment ça fonctionne. Et donc, c'est pas avec ça qu'on va changer le monde. Alors, je fais un résumé rapide, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quand même effectivement, donc les syndicats, les patronats qui ont la main avec le gouvernement sur les fonds de la formation professionnelle. Et donc, on ne peut pas dire que ce soit le monde d'après, là. Donc, il ne faut pas compter que sur eux pour faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc il faut changer les choses, vous le faites à votre niveau, il faut aller porter la bonne parole, etc. Donc ça bouge, l'ARDEAR a un dispositif qui est financé par le CPF maintenant, donc il y a des choses qui se passent, mais c'est comme tout le reste, je veux dire, c'est super laborieux parce que
on est quand même minoritaire à pousser un mode de développement tel que celui que vous expliquez aujourd'hui, encore aujourd'hui. On parle beaucoup de formation pour agricole, pour les boulangers, mais il me semble qu'on laisse un peu de côté la formation de meunier. Bon, je parle un peu pour ma paroisse, mais c'est quand même ça peut être un métier à part entière. Moi, je respecte beaucoup les paysans boulangers qui font 3 boulots à la fois, mais ça peut être un seul métier. Et je vois pas de il y a un centre de formation de meunerie, mais qui forme pour travailler dans l'industrie. Et donc c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire ici, il me semble. Et voilà, c'était plus une remarque qu'une question en fait. Juste pour les meuniers, il faut savoir, on a eu écho que la Fédération des Moulins de France a développé une formation à être meunier avant, qui va être déclinée en être meunier à eau ou l'inverse, je me rappelle plus vraiment. Donc le président Alain Ekem nous avait dit ça à l'époque où on s'était rapproché justement dans le projet céréales locales, compétences céréales locales 1. Et donc du coup, je peux te passer son email si tu veux en savoir plus sur cette formation. Ok, j'en avais pas connaissance. Ouais. Voilà. Dans le cadre de la formation, on a fait... Moi, si je suis paysan boulanger, c'est par raccourci. Je suis obligé de faire tout. Et effectivement, il y a une carence totale dans les organismes de formation. On a besoin de meuniers, on a besoin d'agriculteurs qui fournissent des meuniers, qui ne fournissent pas des coopératives, mais des meuniers. Et on a besoin de boulangers qui achètent à des meuniers. Et en fait, parce que j'étais boulanger avant, les meuniers ont ficelé le truc. Ils ne sont pas prêts à lâcher le truc. Et il y a tout un travail d'éducation à faire au niveau des meuniers et des boulangers qu'il faut qu'on s'affranchisse des meuniers. C'est eux qui nous bloquent, en fait. Voilà. Pas tous, pas tous. Moi, ça fait quand même 30 ans que je fais de la meunerie et que j'ai une femme boulangère et que je travaille avec, on va dire, une vingtaine de boulangers différents, puis j'en connais un certain nombre. Ce que je remarque, c'est que pratiquement aucun des boulangers avec qui je travaille n'a eu de formation. Moi, je n'ai pas eu de formation de meunier et on s'est démerdé. Par contre, tous les boulangers normaux, tous les boulangers intégrés que j'ai approchés, avec qui j'ai parlé, il n'y a pas 3% ou 4% d'eux qui ont été intéressés par de la farine de meule parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils disaient oui, mais c'est très bien, mais j'ai pas le temps, moi je suis ce qui est écrit sur le sac de farine. Et le problème, c'est que tous les boulangers artisanaux que je connais, soit ils sont encore boulangers, soit ils ont passé leur four à quelqu'un et ce four continue. Et tous les ans, tous les villages de la montagne, il y a des boulangers qui ferment. Même les jeunes, les communes passent de moins en moins avec de boulangers. Bon, c'est une constatation. Alors je ne sais pas si les boulangers formés sont vraiment formés au monde qu'on devient, ou s'il n'y a pas une carence quelque part. Et de toute façon, comment va le monde, il est temps de tout révolutionner. C'est pas en faisant les petites modifications que vous dites que vous allez dépasser le réchauffement de la clinique, la clinique et la planète et les bruits de bottes qu'on entend de plus en plus, quoi. Il est temps de modifier complètement sa vie et c'est pas ce genre de choses qui va nous faire changer, quoi. Alors que bon, je pense que du côté de ceux qui se démerdent, ils ont déjà changé leur vie. Ils ont déjà changé leur vie et c'est par là qu'il faut aller. Et il faudrait que la formation commence aussi à penser que la comptabilité, c'est bien. On a un trou dans le moulin, mais le moulin tourne toujours. On peut ne pas être comptable et continuer à faire son activité. Par contre, on ne peut pas avoir du boulot par-dessus la tête et continuer à faire son activité parce qu'un jour, on en a marre et on arrête. Hein. Donc, voilà, c'est mon point de vue. Merci. Donc, moi, j'aimerais bien réagir parce que quand j'ai un jeune qui obtient son diplôme et qui me dit « je vais travailler chez un tel, il travaille au levain », mais moi, je lui dis à chaque fois « tu vas réapprendre le métier. C'est un autre métier. » Donc, et comme je leur dis, tu travailles à la levure, tu prends une autoroute de péage à péage. Tu enlèves la levure au fur et à mesure, tu prends des petits chemins et des petits chemins. Et donc, tu ne sais pas où tu vas. Et au fur et à mesure, tu vas découvrir le métier, tu vas avoir une autre sensation, une autre observation. Et encore, je ne parle pas de blé.
Et si on change de blé, alors là, c'est presque la magie après. On ouvre le chapeau et c'est quelque chose de magique. Donc ça, le jeune qui sort de CAP, ou même l'adulte, hein, c'est un CAP, même n'importe quel diplôme qu'on peut avoir, le métier boulanger, c'est vraiment particulier. Je pense qu'agriculteur, c'est pareil, quand le champ il pousse, qu'est-ce qu'il va avoir, c'est la météo, et voilà. Ouais, alors moi, je voudrais juste faire écho à ce qui se passe dans le monde actuellement avec le réchauffement climatique, la crise énergétique et tout ça. Là, on a beaucoup parlé autour de la formation. On a énormément de gens et de jeunes qui veulent se tourner vers boulanger, paysans boulangers et tout ça, c'est très bien. Mais en fait, on est encore sur des schémas qui fonctionnaient il y a 20 ans ou il y a 10 ans. Et aujourd'hui, 2023, on a un peu causé tout à l'heure avec M. Allot. On a des fours électriques, on a des chambres de pousse, on a du froid. On a des pétrins qui tournent 25 minutes à 4e vitesse, On a de la levure qui est fabriquée par des usines qui elles-mêmes travaillent avec du froid. Donc en fait, on est sur un modèle, mais même, déjà au niveau formation classique, CAP, et donc sur les autres centres de formation, à voir qui sont les formateurs aussi, quoi. Mais bon, on est sur un modèle où là, c'est pas dans 10 ans qu'il va falloir se poser la question de la pertinence et de la compatibilité avec une vie professionnelle. C'est parce que là, tous les jours, les boulangeries conventionnelles ferment. On est sur un métier qui, en fin de compte, il y a beaucoup d'invendus, il y a beaucoup de pertes. On utilise une énergie de fou pour produire quoi en volume par rapport à un paysan boulanger qui fait ses 400 kilos de pain semaine, une boulangerie conventionnelle. On est sur des échelles. Moi, ça me questionne énormément. Et aujourd'hui, je trouve qu'il faut vraiment repenser, y compris le contenu des formations, et vraiment arrêter de rêver et arrêter de faire des formations à toute berzingue avec qui va monter son centre de formation, quelle formation va être financée, sur combien de temps, quel module et tout. Ouais, c'est très bien. Mais la vie pratique, elle est là, elle nous rattrape et c'est rapide et il faut réagir maintenant, quoi. Et du coup, je crois qu'on a aussi besoin de beaucoup de terrains et de formations qui sont avec des professionnels qui savent s'adapter aux contraintes économiques et d'aujourd'hui, quoi. Et du coup, le modèle, effectivement, je pense, et on a de la chance là-dessus, c'est que le modèle pain au levain, en pousse direct, sans froid, en travail avec un minimum d'énergie sur les machines, des fours qui sont des fours, alors peut-être plus modestes, qui ne sont pas des derniers cris du four rotatif, mais comme on disait, des fours à bois ou autre source, voilà. Et bien, c'est peut-être un modèle qui fait rigoler jusque maintenant, mais qui est peut-être résilient. Parce que moi, je suis dans cette branche-là. Dans mon village, il y a un boulanger conventionnel qui est passionné par son métier. Là, il l'a mis en vente, il arrête. Et en fait, moi, tout le monde rigolait, personne vient chez moi et tout. Aujourd'hui, moi, je continue. Et puis, il est en train de venir me voir et il veut s'associer avec moi aujourd'hui. C'est très rigolo, quoi. Et du coup, je dis, aujourd'hui, il faut repenser tout ça et bien remettre ces échelons-là. Et ça fait écho à ce qu'on disait ce matin, c'est la taille humaine, quoi. Chez nous, sur la ferme, là, il y a la meunerie qui est sur place. On achète le blé à l'agriculteur qui habite à 15 km. On choisit ensemble les variétés. On est sans arrêt en train de se voir. On moue sur place, on trie. On trouve des solutions ensemble. Et en fait, c'est tout bête. C'est des liens très courts. Et on n'a pas besoin de blabla. Et on n'a pas besoin de formation à 20 000 € pour mettre ça en place et donner envie aux gens de goûter ça, quoi. Et donc, il y a aussi la formation, mais il y a aussi la formation de bouche-oreille, de passion, communication, qui peut donner envie à des gens de se dire, je vais aller là-dedans, et de leur laisser le temps de la reconversion professionnelle aussi. Et voilà. Donc, c'était juste pour... Pour dire que tout ce genre ne se joue pas dans la formation formelle, qu'il y a aussi beaucoup de non formels. Et c'est aussi le rôle de nos associations de créer les conditions de la rencontre quand elles ne se font pas déjà spontanément à l'échelle très locale. Ouais. J'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais en fait, les formateurs, chez nous, ils sont
voilà, on a toujours des formateurs qui n'ont pas de chambre de pouce, on a qui sont pétrissage à la main, on en a plusieurs qui sont four à bois, donc on est vraiment dans ces démarches-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont envie d'être dans cet univers-là de farine, de relations aussi. On n'a pas beaucoup parlé le modèle organisationnel aussi dans lequel on se trouve, dans lequel que tu décris là, qui est celui enfin pour moi c'est celui d'avenir, c'est-à-dire effectivement d'avoir le tissu relationnel qu'on crée au niveau local est aussi important, enfin aussi largement important à prendre en compte que la compétence simplement de faire du pain. C'est qu'est-ce qu'on crée autour pour que ça fonctionne. Alors, en tout cas, la dizaine de boulangers avec qui on travaille sont dans cet univers-là. Si je peux ajouter un truc qui fait un petit peu con, mais des fois on a des personnes qui viennent, qui savent qu'elles vont s'associer avec quelqu'un, on pourrait se dire, elle va autant apprendre à faire 3 ans chez la personne avec qui elle va s'associer et s'associer en sortant. Oui, c'est vrai, mais pourquoi elle vient faire la formation? Alors là, ça va être purement des trucs administratifs, parce qu'avoir un diplôme BPREA, ça donne droit aux aides, et que les aides en France, les aides à l'installation, c'est pas anodin. Et du coup, ça va être un passage obligatoire, pas parce que la personne apprendra tout, et on ne prétend pas du tout ça, la personne, elle ne saura pas tout en sortant, elle aura encore plein de manques, elle apprendra encore beaucoup sur le terrain, mais n'empêche qu'en sortant de cette formation, elle pourra prétendre à pas mal d'aides, à avoir un accès aux terres sans que la SAFER elle embête trop, des choses comme ça. Et voilà, c'est important. Moi, je suis content de la remarque, parce que ça fait quelques années que j'en parle, et je suis content parce qu'il y a nos maîtres, nos référents, qui sont des meilleurs ouvriers de France, qui sont en boulangerie, je parle, qui sont des gens respectés. Donc, ils sont dans l'association les ambassadeurs du pain, et ils prônent le non-pétrissage, le non-froid, et bon, la cuisson, après, c'est en fonction des marchés. Mais donc, ils prônent cette économie-là depuis 2015, et on sait qu'il faut 10 ans pour que ça aboutisse. Donc ça ne fait pas encore 10 ans. Merci à tous, merci pour ces échanges, pour votre participation et merci pour les questions.